Bonjour à tous, bienvenue sur Ligne de main. Martin avec vous, bonne rentrée. Un plaisir de vous retrouver cette semaine, particulièrement pour le dossier spécial aujourd'hui. J'ai beaucoup de contenu à vous proposer. J'espère que vous allez apprécier. Si c'est le cas, je vous invite à partager la vidéo, à nous donner un like, c'est toujours apprécié. Alors que vous allez comprendre, il y a quand même eu une certaine quantité de recherche et de boulot qui a été mis en arrière de la présentation d'aujourd'hui, faisant bénéficier les gens qui vous importe le plus. Alors, d'abord, il faut comprendre qu'actuellement, au niveau économique, lorsqu'on regarde les flux, les déplacements monétaires, beaucoup de liquidités sont présentement stationnées dans les obligations américaines et dans le dollar américain. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde la situation à l'international, il y a beaucoup de devises fiduciaires qui sont à s'affaiblir en ce moment face au dollar. Et par le fait même, ça crée des situations difficiles dans plusieurs économies. Et les investisseurs tentent à se réfugier pour faire un minimum d'intérêt pour pouvoir compenser l'inflation actuelle. Donc, il y a un appétit en ce moment dans les obligations américaines, dans le court, dans le moyen terme particulièrement. Et bien entendu que le dollar américain aussi s'est renforcé, alors qu'on est en train de voir plusieurs investisseurs qui se retirent du marché boursier, demeurent sur les lignes de côté en ce moment et attendent de voir les prochains mouvements de marché. Donc, comprenez bien, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans les dernières années, le dollar américain est vu à l'international encore aujourd'hui comme une valeur refuge et surtout liquide qui permet aux gens de bouger rapidement d'une devise à l'autre lorsque le besoin s'en fait sentir. Mais il faut aussi comprendre que plus la dette augmente du côté du gouvernement américain, bien, inévitablement, l'appétit pour les obligations américaines va diminuer et ces flux de capitaux-là iront ailleurs. Et je trouvais pertinent aujourd'hui, pour mon besoin personnel, et je voulais aussi en partager avec vous et pour nos abonnés proactifs, de regarder actuellement ce qui s'est produit en 2008 comme correction lors de la dernière crise, comment certains actifs importants se sont comportés de manière à être en mesure de reconnaître la répétition à venir. Et comprenez bien que le passé n'est pas nécessairement garant de l'avenir. Il n'y a jamais de certitude dans le marché économique. Par contre, il y a de l'histoire. On a vu plusieurs mouvements s'effectuer depuis les années 30 lors des dernières crises et on peut s'attendre à voir des mouvements identiques dans certaines classes d'actifs. Et si vous êtes avisé, eh bien, il y a des fortes chances que si vous prenez la position, en fait, pour pouvoir en profiter, vous allez être gagnant lorsque la grande majorité des gens vont être perdants. Donc, encore une fois, aujourd'hui, tout simplement une analyse. Il ne s'agit pas de conseils financiers. Je vous invite à faire vos propres recherches. Je ne fais que partager mon opinion et les analyses graphiques que j'ai faites. Alors, c'est parti. À court terme, aujourd'hui, juste faire un retour rapide sur mon intérêt actuel de surveiller le ratio or-argent. J'en ai parlé dans le courant des dernières semaines. J'en ai fait part aussi dans notre chaîne Telegram. Pour ceux qui n'y sont pas et qui désirent y aller, eh bien, vous avez tout simplement à aller dans le descriptif de la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir aller chercher et devenir vous abonner gratuitement à notre réseau Telegram, recevoir encore une fois les alertes et les différentes informations que je partage sur une base régulière. Donc, ce que nous sommes en train de voir au niveau d'analyse technique ici, sur une charte de 50 périodes, vous voyez clairement qu'on a eu une tendance baissière et un soutien de tendance haussière et que là, le marché se cherche dans les eaux d'un ratio d'environ 82-83 pour 1. Qu'est-ce que ça signifie? Simple, historiquement, si on regarde l'extraction minière actuelle de l'or et de l'argent, le ratio est de 7 pour 1. Donc, il sort de terre 7 grammes d'argent pour 1 gramme d'or ou une once d'or, comme vous désirez le quantifier. Maintenant, on est dans des périodes actuellement où le ratio, comme vous voyez, est beaucoup plus élevé, ce qui signifie que l'argent actuellement est sous-évalué, ce qui est pour moi une belle opportunité de continuer à accumuler lorsque je suis en mesure d'en trouver dans les différents échanges. À partir de là, vous constatez aussi que les volumes ont drastiquement diminué sur le dernier mouvement haussier très, très court terme qu'on a vu au fil des derniers jours.
Donc, le volume diminue alors qu'on cherche à consolider, c'est-à-dire chercher une direction. Et on va voir ensemble, dans le courant des prochaines semaines, de quelle façon l'argent va réagir face à l'or. Et bien sûr, les deux ensemble combinés, comment ils réagiront avec le dollar américain qui risque de continuer de se renforcer face aux autres devises monétaires. Donc, on démarre maintenant sur l'analyse à long terme et je vais commencer en fait avec le Standard & Poor's des 500 compagnies les plus importantes aux États-Unis. Alors, de manière à mettre les choses dans le contexte, vous constatez ici que lorsqu'il y avait eu la Grande Dépression des années 30 au niveau boursier, on avait eu quand même un certain cataclysme où le marché des actions à l'époque avait passé d'environ 40 points pour descendre dans les eaux de 6 points. Donc, on parle quand même d'une débâcle importante dans la Grande Dépression avant de voir ensuite la Deuxième Guerre mondiale et tout ce qui a suivi, le secteur industriel qui a pris énormément de force, les nouvelles technologies. Mais quand même mettre en perspective l'ampleur de la crise de 2008 dans la même période ici, alors que vous constatez le mouvement qu'il y avait eu à l'époque en 1930. Donc, c'est quand même, malgré que ça avait eu un impact très négatif sur plusieurs actifs, dont le secteur immobilier et autres, vous êtes en mesure de constater à quel point l'impression monétaire, l'afflux de capitaux dans les marchés boursiers par l'impression monétaire des banques centrales a permis de gonfler d'une manière complètement débile, si je peux dire, les marchés boursiers, alors que les banquiers et les différentes sociétés d'investissement institutionnel se gavent d'argent gratuit qui leur est donné pour pouvoir continuer de stimuler une économie à travers les sociétés américaines et les grandes sociétés internationales aussi. Donc, actuellement, vous constatez que le S&P 500 est dans les eaux de 4 450 points, alors que dans les années 30, on frôlait les 40 points. Donc, imaginez à quel point il y a eu un impact important depuis les périodes d'impression monétaire que nous avons eues au fil des dernières années. Si on constate à très court terme, pourquoi on a la capacité de voir une accélération baissière? Et encore une fois, il n'y a pas de certitude. C'est tout simplement un plus haut potentiel de voir le mouvement s'accentuer du côté baissier, tant et aussi longtemps que la Fed américaine ou les différentes banques centrales ne changeront pas leur position pour retourner en fait à réimprimer de l'argent. Je l'ai déjà mentionné, je le répète, je suis convaincu que la Fed attendra une correction de marché avant de changer sa dynamique, alors qu'elle poursuivra tant aussi longtemps que le marché va être soutenu à poursuivre en fait l'augmentation des taux d'intérêt actuels sur les emprunts. Donc, on va voir la Fed réagir purement et uniquement lorsqu'il y aura une correction de marché et pas avant. Mais pour l'instant, nous sommes en train de voir un épaule tête-épaule qui est un autre signal qu'on reconnaît dans le marché boursier en fait d'analyse technique qui nous permet de constater qu'on perd en fait de la volatilité sur le dernier mouvement haussier. Les inquiétudes augmentent et par le fait même, le pourcentage de voir le marché du S&P 500 corriger à la baisse au lieu de continuer de monter actuellement est plus élevé que d'aller dans le sens contraire. Donc, c'est un signal important. Alors que, encore une fois, ce n'est pas une certitude, mais il faut comprendre que dans un cadre comme nous le voyons en ce moment, on pourrait avoir une augmentation de la volatilité et une diminution du S&P. Et si ça se produit, eh bien, on va être en mesure, encore une fois, d'appliquer que s'est-il produit en 2008 lors de la crise et de voir comment les différents actifs vont se comporter sur la crise de 2023. Donc, autre petit point important à surveiller concernant les réserves de pétrole, parce qu'encore une fois, il est important de constater le mouvement du pétrole comme actif principal. Le pétrole est la matière première la plus importante au niveau économique à travers le monde. Et comme vous le savez, le gouvernement de Joe Biden aux États-Unis a fait le choix d'aller piger dans ses réserves stratégiques, ce qu'on appelle en anglais le SPR, et d'aller chercher dans leurs réserves stratégiques les quantités de pétrole qu'ils avaient en cas d'urgence pour pouvoir continuer de fournir un prix à la pompe qui soit raisonnable malgré l'inflation.
Et la promesse des démocrates était tout simplement de dire, et lorsque le mouvement du pétrole, le prix du pétrole redescendra, on en profitera pour acheter à rabais et accumuler davantage pour rebâtir en fait notre réserve. Et là, vous constatez, si vous avez suivi ce qui s'est produit dans les derniers jours, eh bien, l'OPEC a réagi complètement au contraire de la volonté des Américains et a décidé de réduire en fait sa production de pétrole de 1 million de barils pour les 3 prochains mois. Question de contrôler et de faire augmenter le prix de l'énergie, le prix du pétrole en particulier. Et par le fait même, vous comprenez que là, les démocrates, le gouvernement américain est coincé alors que le pétrole continue d'augmenter. Et à l'inverse, ils ne sont pas dans une position, ils sont en capacité de pouvoir augmenter leurs réserves. Et si le prix continue et que la diminution de la demande, de l'offre, pardon, continue de descendre, bien, vous pouvez vous assurer que l'inflation va devenir encore plus présente du côté des États-Unis, ce qui va mettre énormément de pression sur les familles. Et c'est le pétrole qui joue un rôle économique important, autant que l'épicerie, si vous désirez, hein, parce que ce sont les deux endroits où les gens consomment le plus et qui sont nécessaires, que ce soit pour aller travailler, se déplacer, bien entendu, faire manger la famille, n'est-ce pas? Donc, actuellement, les réserves stratégiques des États-Unis sont dans une situation où ils sont au même niveau que les réserves de 1985. C'est du jamais vu et on est très, très loin, en fait, de voir la période où le pétrole va continuer de descendre pour permettre aux Américains de rebouger sur leurs réserves. Et là, vous allez voir en plus, au niveau des nouvelles, avant que je couvre justement les autres ratios de 2008, à court terme, la Chine est vraiment le problème économique principal en ce moment. Vous le savez, les Chinois ont fabriqué pratiquement tout ce que nous consommons déjà depuis les dernières décennies. Eh bien là, il y a un chiffre qui est sorti ce matin alors que les exportations chinoises ont baissé de 8,8 au mois d'août versus le mois d'août de l'année dernière. Et même les importations aussi se sont contractées de 7,3 . Donc, ce que ça nous dit, c'est que la grande majorité des pays qui font du business avec les Chinois ont ralenti leur consommation et les Chinois eux-mêmes aussi ont ralenti leur consommation vers l'importation de produits que la Chine ne produit pas. Donc, on est en train de voir un ralentissement économique important et la crise s'installe du côté de la Chine avec la crise immobilière de Evergrande, avec la crise immobilière de Country Garden qu'on a discuté dans le fil des dernières semaines. Rien ne va plus du côté de la Chine. Prochain impact, l'Europe, parce que vous savez très bien que les Américains seront les derniers à tomber. Donc, la Chine en premier, l'Asie, je vous dirais, parce qu'il y a des problématiques monétaires aussi du côté du Japon en ce moment. Et là, on va voir l'Europe et ensuite, on va voir du côté des États-Unis et de ses alliés, dont le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les pays du Commonwealth, comme la Grande-Bretagne. Et en arrière de ça, ce qui se cache et qui est non dit, c'est qu'avec la hausse subite des taux d'intérêt actuels, bien, vous avez des banques qui ont fait des prêts avec des très, très faibles taux d'intérêt qui sont actuellement coincés parce qu'ils ne peuvent pas liquider, en fait, leur position à perte. Ils n'ont pas la capacité, la liquidité nécessaire pour être capables d'absorber les pertes en question. Donc, ce qui est en train de se produire en ce moment, c'est que vous avez des centaines et des centaines de banques partout à travers le monde. Par contre, je vous montre ici ce qui est relié au gouvernement américain, n'est-ce pas? Donc, à l'économie américaine, mais vous comprenez que c'est la même chose qui se produit un peu partout sur la planète en ce moment au niveau économique. Et là, vous avez des centaines et des centaines de banques, en fait, qu'ils ont dans leur livre comptable des actifs qui sont en forte perte. Et comme vous constatez, depuis le début de 2022, les pertes continuent de s'accentuer. Et là, on a les derniers chiffres du deuxième trimestre de 2023, alors qu'on n'a même pas le troisième trimestre en ce moment. Mais vous voyez clairement qu'on est dans des pertes qui sont maintenant dans les eaux d'environ 600 milliards de dollars. Et ça, c'est par trimestre. Donc, vous avez des pertes non réalisées, hein, on s'entend bien, d'environ 550 milliards sur le dernier trimestre dans les banques américaines.
Donc, ce sont tous des produits actuellement que les banques ne peuvent pas se débarrasser parce que s'ils débarrassent, ils subissent une perte et ils n'ont pas la liquidité pour compenser, alors que les déposants ont ralenti et l'économie ralentit. Donc, les gens ont ralenti leur dépôt de monnaie dans les banques et par le fait même, les banques se retrouvent en négatif sur ces produits financiers-là. Donc, il y aura inévitablement un système qui sera mis en place de la part du gouvernement américain et de la Banque centrale pour tenter de sauver ces banques-là qui sont déjà en crise. Ce n'est qu'un début, on en a parlé, et tristement, le marché boursier, pour l'instant, n'a toujours pas absorbé cette information-là. Donc, on revient au comportement maintenant de 2008 et à quoi on peut s'attendre. Alors, vous allez constater ici le mouvement de 2008 sur le dollar américain lorsque la crise a démarré. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans l'ellipse ici les périodes et vous allez constater que c'est la même chose qui se produit dans tous les graphiques que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Donc, vous voyez clairement que lorsque la crise a débuté et que là, vous avez eu vraiment un mouvement drastique de baisse dans la majorité des actifs. Donc, les bourses ont corrigé sévèrement à la baisse. Et de là, que s'est-il produit? Donc, premier événement à constater, vous avez eu un renforcement du dollar américain qui s'est effectué à partir de la période d'environ septembre 2008 pour poursuivre ensuite son mouvement haussier à travers les années jusqu'en 2023. Et entendons-nous bien, ce qu'on appelle le dollar index, c'est le dollar américain face à un panier multiple de devises, de d'autres devises monétaires internationales. Donc, le dollar américain s'est renforcé depuis 2008, mais je voulais vraiment vous montrer sur le court terme, lorsque le marché boursier corrigera à la baisse, on peut s'attendre à une poussée haussière du dollar américain. Encore une fois, vous allez avoir énormément d'investisseurs internationaux qui cherchent des valeurs refuges, qui cherchent de la liquidité jusqu'à temps que la confiance dans le dollar et dans les obligations américaines soit rompue. Mais pour l'instant, vous avez beaucoup d'investisseurs étrangers qui préfèrent stationner de la liquidité aux États-Unis que dans leur propre pays à eux, alors que les problématiques sont encore plus graves dans d'autres pays que ce que les Américains sont en train de vivre. J'espère que vous avez bien compris la logique ici. Donc, on peut s'attendre à un mouvement haussier du côté du dollar américain. Maintenant, un autre actif important qu'on appelle le cuivre, qui est une matière première, qui joue un rôle important en tant que conducteur d'électricité, comme vous le savez. Il y a généralement une demande qui diminue dans ces commodités-là lorsqu'on a une crise boursière. Et comme vous constatez, en 2008, c'est exactement ce qui s'est produit aussi du côté du cuivre. On a eu un mouvement drastique à la baisse et immédiatement, lorsque les impressions monétaires ont commencé et que les banques centrales avec le gouvernement des États-Unis a fait une nette impression monétaire pour restimuler l'économie à nouveau, eh bien, vous constatez à quel point on a eu une correction sévère et drastique. Par contre, on est reparti à la hausse rapidement. Ne pas perdre de vue, par contre, que la situation est différente aujourd'hui, alors qu'à cette période-là, il y avait de la marge de manœuvre de la part des banques centrales pour continuer de descendre les taux d'intérêt et que l'endettement du pays n'était pas aussi élevé que ce que nous sommes en train de voir actuellement. Il n'y avait pas 33 trillions, donc billiards en français, de dettes accumulées du côté du gouvernement américain en 2008. Mais là, vous avez eu une accélération de l'impression monétaire. Tout peut changer, mais encore une fois, c'est logique de voir un comportement comme ça. Au début, on a une correction importante, il y a un état de panique, il y a des appels de marge, j'en ai déjà parlé, et à partir de là, généralement, il y a un retour dans les matières premières. Donc, c'est ce qu'on avait constaté en 2008 et c'est encore une fois à quoi on peut s'attendre lorsqu'il y aura le début de la crise en bonne et due forme, lorsqu'il y aura, et quand je dis le début de crise, en ce qui me concerne, la crise est déjà démarrée, nous sommes déjà à l'intérieur de cette crise-là. La réalité, c'est que lorsque je regarde les indices boursiers, la crise n'est toujours pas apparente. Donc, je me suis bien fait comprendre. On regarde maintenant du côté de l'or. En passant, la seule devise actuellement au niveau international que l'or n'a pas réussi à battre,
c'est le dollar américain, alors que l'or s'est apprécié dans toutes les autres devises internationales, sauf le dollar américain actuellement. Donc, pour tous ceux qui possèdent de l'or, vous avez déjà une longueur d'avance au niveau du combat contre l'inflation actuelle, parce que dans votre devise monétaire à vous, où vous demeurez, l'or est beaucoup plus élevé que votre devise monétaire. Et la seule qui reste, telle que dit, c'est le dollar américain. Et le dollar américain va encore potentiellement se renforcer au fil des prochaines semaines. C'est ce que je vous ai montré d'ailleurs. Donc, regardez ce qui s'est produit concernant la demande de l'or après le mouvement baissier. Encore une fois, tout à fait logique, en 2008, lorsque la crise a démarré, il y a des appels de marge, il y a des gens qui ont besoin de retirer des profits dans certains actifs pour pouvoir aller combler des pertes dans d'autres positions financières. Donc, vous avez eu l'or au niveau papier ici qui a diminué en 2008 lors de la crise et regardez ensuite l'accélération entre 2008 et 2011 pour aller atteindre un nouveau sommet à l'époque qui était historique, jusqu'à temps qu'on l'ait dépassé aujourd'hui là, au fil des derniers mois et des dernières années. Mais ça vous donne quand même une belle optique de ce qu'on risque de voir. Et comprenez bien que selon mon opinion, et c'est uniquement mon opinion, ce que nous allons voir dans la prochaine crise va être en version accélérée parce que la perte de confiance maintenant est beaucoup plus élevée que ce qu'elle était en 2008 et les gens ont pris conscience au niveau économique aussi des systèmes de levier financier et comment fonctionne l'impression monétaire, ce qui n'était pas déjà le cas en 2008 non plus. Donc, ces accélérations-là au niveau des comportements de marché, on risque de les voir se produire beaucoup plus rapidement. Et je vous avise d'une chose, encore une fois, c'est mon opinion seulement ici, mais si votre objectif, c'est d'attendre un début de crise au niveau du marché boursier, d'attendre que le prix de l'or diminue avant d'aller en chercher physiquement, j'espère que vous comprenez que la fenêtre d'opportunité va être très courte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez vouloir essayer de saisir l'opportunité le moins cher possible. Mais il y a des fortes chances que la demande physique soit tellement élevée versus le prix du marché papier tel qu'on le voit sur les chartes que lorsque vous allez vouloir bouger en fait pour acheter de l'or ou accumuler davantage, le prix va être déjà complètement séparé entre le prix à payer pour le physique versus le prix papier. Donc, faites attention. Je préconise en fait d'acheter régulièrement à tous les prix pour moyenner ma position au lieu d'essayer de saisir une opportunité lorsque le marché sera au plancher, parce qu'il y a des fortes chances que je ne sois pas en mesure de mettre la main sur la matière physique lorsque l'opportunité se présentera du côté papier. Même chose, donc, si on regarde maintenant l'or versus la circulation monétaire qu'on appelle le M2, comme par hasard, la Fed, depuis les 2-3 dernières années, a éliminé le calcul de quantification M3, qui était encore beaucoup plus précis au niveau de la circulation monétaire. On doit aujourd'hui uniquement travailler avec le modèle M2, mais vous voyez à travers l'histoire que plus l'impression monétaire a augmenté, donc plus il y a eu de dollars américains qui a été mis en circulation, plus la valeur de l'or en dollars américains a augmenté elle aussi. Donc, actuellement, on est en train de voir un retard du prix en dollars américains dollars versus la quantité d'impression monétaire. Et vous le savez aussi bien que moi que l'impression monétaire devra se poursuivre. On devra sauver les banques qui sont dans la merde. On devra faire payer évidemment les contribuables pour les conneries bancaires qui ont été faites et les mensonges qui ont été livrés à la population. Mais inévitablement, vous le savez, c'est généralement nous qui payons la note. C'est rarement, évidemment, le système financier. Maintenant, si on regarde l'argent, vous voyez exactement le même mouvement typique que nous avons vu du côté de l'or, particulièrement beaucoup plus volatile, par contre, encore une fois. Donc, les gains potentiels du côté de l'argent après une correction baissière devient très intéressant. Je vous invite encore une fois à faire attention. Si vous cherchez à saisir l'occasion lorsque le prix est au plancher, il y a des fortes chances que vous ne puissiez plus trouver d'argent physique pour pouvoir accumuler. C'est ce qu'on a vu dans le passé et c'est ce qu'on risque de voir en version accélérée dans la crise à venir. Et vous voyez clairement qu'en 2008,
le marché papier de l'argent versus le dollar américain a diminué. Ça a duré pendant quelques semaines et ensuite, on a pris l'ascenseur avec un mouvement haussier qui a été atteindre un prix historique dans les eaux de 52 dollars américains, alors qu'aujourd'hui, on traîne encore dans les eaux d'environ 23 dollars sur le prix spot. Donc, l'or et l'argent ont un comportement très similaire. Par contre, l'argent est beaucoup plus volatile, donc le mouvement est amplifié. Si on regarde maintenant le pétrole, parce que c'est important d'y revenir, étant la matière première numéro 1 de l'économie mondiale, vous voyez clairement que ça a été exactement la même chose qui s'est produit en 2008. Donc, on a commencé par avoir une correction baissière et une stabilisation des prix. En passant, j'ai écrit connerie ultime des produits dérivés parce que lorsqu'il y a eu les confinements d'annoncer lors du CO-19, le marché est même descendu à moins 40 dollars le baril pétrole dans les produits dérivés, pour vous dire à quel point c'est complètement des algorithmes manipulés de toutes pièces qui n'ont aucune valeur tangible parce que d'une manière ou d'une autre, les gens spéculent sur le prix du baril. Et la réalité, c'est qu'au bout du compte, il n'y a personne qui demande livraison du baril de question dans les contrats futurs qu'on appelle. Donc, le marché était descendu à moins 40 dollars US. Et vous voyez, là, c'était la chandelle qui s'est produite ici, complètement manipulée de toutes pièces. Cela dit, donc, on peut s'attendre lors d'une correction de marché boursier à avoir une correction du prix du pétrole. C'est potentiellement, et là, vous me voyez venir, c'est probablement ce que le gouvernement américain recherche d'une certaine manière pour pouvoir renflouer ses réserves à bas prix. Donc, il y a peut-être une volonté au niveau politique de faire cracher les marchés boursiers pour pouvoir remplir les réserves à faible coût lorsque le prix du pétrole diminuera dans une très courte période lors de la prochaine crise. Donc, ça aussi, ça va être intéressant de surveiller ça. Je vous ai parlé du ratio or-argent et ce qui me reste à vous présenter aujourd'hui, eh bien, c'est les niveaux de volatilité, la volatilité qui est représentée par la nervosité, l'anxiété, le stress du marché. Donc, plus on sent que le marché est tendu et stressé, le niveau de volatilité augmente. Et généralement, lorsque le niveau de volatilité augmente, c'est qu'on a une correction importante dans le marché de la bourse. Donc, vous constatez en 2008 à quel point on a augmenté fortement où le marché avait passé d'environ 18 points de volatilité avant la crise et que lorsque le marché a corrigé sévèrement, on est monté dans les eaux d'environ 90 points. Donc, très belle prise de profit dans un laps de temps très court pour ceux qui ont eu l'occasion de saisir le mouvement. Et à l'inverse, ben, vous avez toujours l'occasion de trouver des produits financiers qui vous permettent d'aller, lorsque le prix va dans le sens opposé, vous avez l'occasion de faire un profit aussi. Je vous invite, si vous n'êtes pas un professionnel de bourse, à jamais transiger ce type de produit-là. Vous allez vous faire défoncer la gueule parce que ça bouge très rapidement. Il faut être vraiment aux aguets à l'heure, voire à la minute sur des graphiques pour prendre des positions lorsqu'on trade la volatilité de marché. Cela dit, vous dire qu'actuellement, la volatilité dans les eaux d'environ 15 points, ce qui est très minime. J'en profite par contre pour vous inviter à jeter un œil à la volatilité dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Si on continue de voir la volatilité augmenter, il va falloir surveiller exactement ce qui se produit du côté des marchés actions parce que c'est là qu'on risque d'avoir évidemment des mouvements qui vont démarrer la crise boursière. Parce que le reste, on a compris que la crise est déjà en cours. Alors, oui, puis le ratio, il y en avait une dernière charte. Malheureusement, je viens de cliquer sur une erreur de ma part. Attendez un petit instant, je vais la retrouver pour vous. Est-ce que je l'ai ici? Je crois que je l'ai effacée par inadvertance. Est-ce que c'est celle-là? Attendez, non, malheureusement, je l'ai effacée. Je m'en excuse. C'était le ratio, en fait, or et argent en 2008 versus aujourd'hui et de voir lui aussi de quelle manière il s'était comporté face à la crise. Et tristement, je l'ai perdu. Mon erreur de manipulation, je m'en excuse. Cela dit, j'espère que vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui pour vous donner encore une fois une vision un peu plus large, un peu plus macro de ce que le passé nous a appris et de voir à quoi on peut s'attendre au fil des prochaines semaines. Surveiller la volatilité, surveiller le prix du pétrole, surveiller les obligations.
Le meilleur terme à surveiller, c'est les obligations 10 ans du gouvernement américain. Surveillez le dollar américain aussi face à votre devise, que ce soit l'euro ou le dollar canadien. Et de là, on va avoir une bonne indication lorsqu'on aura une correction de marché. Vous pouvez vous attendre à avoir des appels de marge et on aura des positions intéressantes à saisir, incluant de l'immobilier à rabais dans les mois qui vont suivre. Donc, merci encore une fois de nous donner un like, de partager la vidéo. Bienvenue sur notre site web, bienvenue sur notre chaîne Telegram. Passez une belle semaine tout le monde. À bientôt.